Bonjour à tous, bienvenue sur Banous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel et trop souvent mis de côté par les annonceurs ou même les agences par souvent manque de connaissances, c'est le tracking en fait. Le tracking, c'est un élément indispensable du marketing digital et on va parler de ça dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas, petit message promotionnel pour Banous. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à partager, à liker, à nous suivre sur notre page YouTube de Banous, tout simplement. Et ainsi nous aider à promouvoir la chaîne et son développement. Un grand merci à vous par avance. Salut Romain. Salut Laurent. Écoute, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Alors, avec toi, on va parler un peu plus technique que d'habitude. On va parler de tracking, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, parfaitement. Alors moi j'ai un parcours assez atypique. On se dit souvent ça, mais j'ai commencé ma carrière en grande distribution où j'étais manager. Pendant 3 ans, j'ai encadré une vingtaine de personnes sur 2 périmètres. Donc pas vraiment marketing digital, même si j'avais un master en marketing. Et puis j'ai décidé à la suite du Covid de me reconvertir totalement. Alors j'ai passé 6 mois à faire de l'auto-formation, plus de 3 heures, 4 heures par jour, en plus de mon ancien travail. Et puis j'ai intégré une agence en tant que traffic manager. Donc je suis vraiment rentré D'accord. par la partie marketing. Et au bout de 10 mois, je suis passé Head of Growth sur cette agence-là. Et en fait, je prenais vraiment en main sur les différentes marques tout l'aspect tracking, tout l'aspect analytique, tout l'aspect data. Et je me rendais compte petit à petit que c'était vraiment ce qui me plaisait le plus dans mon métier, plus que même l'acquisition payante et le reste de tous ces enjeux-là. D'accord, très clair. Et j'ai fini par me lancer en tant que consultant parce que je voyais qu'il y avait un vrai besoin. Et comme tu dis, c'est un sujet qui est trop souvent négligé. Et on va en parler aujourd'hui, je pense, un peu plus longuement. Bah oui, pour moi c'est un sujet important parce que finalement le fait de savoir bien traquer ses conversions, son site web tout simplement, ça influencera forcément la performance et la compréhension de la performance. Bon bref, on en parlera tout à l'heure. Pour commencer et commencer de façon assez large, pourquoi c'est important d'avoir un bon site traqué, correctement traqué? Alors déjà, on ne peut pas optimiser ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc je pense qu'il y a vraiment 2 pans à prendre en compte. Il y a l'aspect expérience sur le site. Et donc forcément, quand on met en place de la mesure, on va pouvoir optimiser le design du site, on va pouvoir optimiser l'expérience technique, même utilisateur, les temps de chargement, on va pouvoir voir s'il y a des blocages à certains endroits. Donc ça, c'est plus la partie technique site et UX design, CRO. Et puis on va avoir l'autre partie qui va être si on fait de l'acquisition payante, euh, et même si on n'en fait pas, mais déjà pouvoir mesurer d'où viennent nos utilisateurs. Et si on fait de l'acquisition payante, ça va être pouvoir mesurer la performance, ce qu'on investit, combien on récupère réellement. Et derrière, en envoyant ces informations-là aux plateformes d'acquisition, on va aussi pouvoir améliorer le ciblage. Donc il y a vraiment la partie optimisation du site et optimisation business. D'accord. Est-ce que tu peux un petit peu, dans la grosse maille, expliquer comment on traque et comment on fait un vrai plan de tracking en fait sur son site? Oui. Alors la première chose à faire, ça se fait pas avec les outils, ça se fait avec un tableau Excel ou une feuille blanche déjà pour commencer. C'est de savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer sur un site. C'est première chose, c'est pas partir directement bien en tête. Vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer et en fait ça revient un petit peu aux OKR d'une entreprise. C'est quels sont les objectifs, quelle est la North Star métrique et à partir de là quels sont les KPIs essentiels à faire remonter pour justement pouvoir in fine atteindre les objectifs. Donc il y a vraiment une partie planification qui est souvent négligée, que ce soit par les entreprises, même par certains consultants, parce qu'il y a tout de suite la partie opérationnelle. Mm. Bon, c'est souvent comme ça dans beaucoup de tâches, que ce soit de l'acquisition, du site, on a tout de suite envie de mettre les mains dans le cambouis, mais il y a d'abord cette partie préparation. Et quand c'est préparé, il y a plusieurs façons de mettre en place du tracking. Soit on va mettre des pixels en dur directement sur un site. On peut utiliser des plugins aussi quand on utilise un CMS. Et puis il y a une troisième manière de faire qui est l'utilisation d'un TMS, Tag Mm. Management System, euh,
qui va permettre de venir centraliser le tracking. Et l'avantage de ces solutions-là, c'est déjà d'amener de la transparence sur le tracking parce qu'on sait où tout est mis. Donc c'est un peu c'est une analogie, mais si on va mettre des vêtements dans sa salle de bain, dans sa chambre, dans la cuisine, on va jamais s'y retrouver. Si on met tout dans l'armoire, déjà c'est plus rangé. Et puis au moins on sait où chaque pièce est. Et donc on va pouvoir bien organiser le tracking, le rendre périn, et puis surtout pouvoir tester, parce qu'il y a souvent des outils de test avec ces TMS-là. Et important, la dernière phase, c'est vraiment de tester le tracking, parce que je vois souvent des implémentations de tracking qui sont plus fonctionnelles, ou qui ont peut-être jamais été fonctionnelles. On met en place un pixel, on a vu un tutoriel sur Internet, et puis on met bêtement en production sans avoir testé. En fait, il n'y a rien de compliqué à poser un tag. Le métier que je fais en réel n'est pas très compliqué si on dissèque toutes les tâches. Ce qui est important, c'est avoir la vue d'ensemble et puis ce côté planification, chef de projet, parce que ça implique souvent des équipes, ça implique des développeurs parfois parce qu'il faut déployer un data layer, ça va impliquer les équipes marketing parce qu'elles vont devoir donner des accès à certains outils. Donc j'assistais à une conférence l'autre jour, j'entendais le tracking, c'est pas un projet, c'est un département. Et c'est un peu ça. Ça implique beaucoup de personnes. Et pour autant, c'est pas quelque chose de one shot, c'est quelque chose qui doit durer dans le temps. Et donc, même si moi, on me paye souvent pour faire des prestations de la mise en place tracking, je remarque que j'ai de plus en plus de personnes qui veulent un accompagnement mensuel parce qu'il y a toujours quelque chose en plus à traquer. On veut aussi s'assurer que tout fonctionne. Et c'est important, hein, parce que quand on dépense des milliers d'euros en publicité, il faut être sûr qu'il y ait du suivi. Oui, carrément, oui. C'est vraiment important. Et puis, ça va se complexifier davantage avec la fin du cookie tiers. Comment ça impacte ton métier, la fin du cookie tiers, Alors, j'entends. c'est marrant parce que j'ai écouté ton dernier podcast très récemment qui parlait de cookies. Alors, j'ai oublié l'invité, mais du coup, c'était hyper intéressant. Bah, les cookies tiers, tous les blocages qu'il peut y avoir, ça impacte forcément le tracking. Après, le cookie tiers, c'est pas ce qui aujourd'hui implique le plus mon métier. Il y a les ad blockers, l'ITP vient impacter directement. Le cookie tiers, ça impacte réellement Facebook, Google, les prestataires d'acquisition, les plateformes, parce qu'elles doivent s'adapter au fait que Safari bloque les cookies, que Brave, que Firefox mettent des restrictions aussi. Mais il y a des solutions aujourd'hui pour être dans un contexte first party du cookie, parce que ce qui est voué à disparaître, c'est le cookie tiers, mais le cookie first party, pour le moment, il va continuer à exister. Et donc, on met en place des solutions comme du tracking server-side, qui va permettre de venir configurer un domaine de tracking où on va poser le cookie depuis notre propre domaine. C'est ce qui va faire que Safari va laisser passer des cookies first party, mais même au-delà des 7 jours ou des 1 jour en fait, pour expliquer, c'est un cookie sur Safari qui, quand il est tiers, il est bloqué, donc c'est pas envoyé. Quand il est first party, il est bloqué, il est supprimé au bout d'1 jour quand il vient d'un site payant, d'acquisition payante, et il est supprimé au bout de 7 jours quand il vient de l'organique. En réécrivant les cookies via le server-side, on peut venir étendre la durée de vie d'un cookie et donc la ramener à 13 mois, qui est la conformité RGPD, même si on pourrait monter à 24 mois parce que c'est la durée maximale. Oui, mais si sur on le veut être en consentement, conformité, en fait. c'est exactement ça. Très clair. Pour parler de solutions, est-ce que toi, quelles sont les solutions qui sont les plus utilisées sur ce marché? Alors, bien évidemment, on a Google Tag Manager sur la partie TMS. C'est le TMS le plus utilisé de très très loin. Il y a une très très grosse communauté. Donc c'est celui où va y avoir la barrière à l'entrée la plus faible sur la partie client-side.
Il y a énormément de templates au niveau des différents annonceurs, donc c'est assez simple à prendre en main. Il y a également la en tracking, il y a également la possibilité d'utiliser des plugins. On en a souvent sur les CMS, comme je disais tout à l'heure. Et après, en TMS, on va avoir Tilium, on va avoir Tag Commander, qui sont des solutions qui font plus que juste du tracking, qui aujourd'hui s'orientent aussi vers la partie Customer Data Platform, donc à côté directement analyse. Euh, et c'est des solutions qui prennent qui prennent en compte nativement aujourd'hui le server-side. D'accord. Et donc on peut aller beaucoup plus loin avec ces solutions server-side. Et Google Tag Manager a son TMS server-side qui s'appelle tout simplement Google Tag Manager server-side. Et ça va permettre, je faisais un article, enfin un post sur LinkedIn ce matin là-dessus, parce que c'est un peu ma spécialité, on va dire, le server-side, c'est ce que je préfère, c'est un peu plus technique. Ça permet une meilleure data gouvernance parce qu'on va venir contrôler ce qu'on envoie aux différents points de terminaison. Ça permet d'améliorer la web perf. Ça permet, comme je disais tout à l'heure, de étendre la durée de vie des cookies. Et puis il y a plein de cas d'usage. On va pouvoir y connecter un CRM, enrichir de la donnée, euh, importer des données hors ligne vers ce Google Tag Manager afin d'enrichir un Google Analytics ou un autre outil analytique. Et donc ça va permettre, c'est un hub, D'accord. une sorte de hub, oui, on va pouvoir centraliser des données et puis envoyer aux différents points de contact. Alors moi, je suis pas expert de tous ces domaines. Enfin, j'y ai touché il y a très longtemps, comme je te le disais, avant de commencer l'interview. Est-ce que le Google Tag Manager, c'est relié à Google Analytics par rapport aux restrictions imposées par la CNIL. euh, Comment tu te positionnes? Enfin, c'est quoi les bonnes pratiques? Alors, Google Tag Manager n'est pas directement lié à Google Analytics. C'est-à-dire qu'on peut D'accord. se servir de Google Tag Manager et envoyer ces données vers euh, un Matomo, vers une autre solution Analytics. Et à la limite, on peut même s'en servir, on peut servir d'un GTM juste pour traquer les conversions Facebook et rien d'autre. Après, c'est un sujet qui est extrêmement brûlant aujourd'hui, en octobre 2022 encore, depuis mars dernier, février dernier même. Euh, alors il y a un accord qui apparemment est en passe d'être trouvé. Il y avait eu déjà des premiers échos en mars dernier. Là, il y a eu un discours de Joe Biden récemment. Apparemment, en mars prochain, mars 2023, on aurait peut-être les États-Unis qui re-rentreraient comme pays adéquat au niveau des transferts de data. Et donc, in fine, on pourrait penser qu'un Analytics redeviendrait légal. Aujourd'hui, Google Analytics n'est pas illégal pour la CNIL. L'utilisation par contre de 90, enfin l'utilisation qu'il en est faite à 99% est illégale. On peut aujourd'hui faire un setup Google Analytics en respectant totalement les conseils de la CNIL. Il y a une FAQ qui est sortie en juin dernier et donc on va venir proxifier Google Analytics, on va venir y retirer, anonymiser l'IP et en fait on vient complètement déshabiller Google Analytics qui sert pratiquement plus à rien. D'accord. La position que j'ai, moi, c'est une position un peu aujourd'hui où quels sont les outils analytiques qui sont réellement légaux. Il y en a, où il y a des abstentions de consentement. On va avoir du Matomo, on va avoir du Sordata, Eulerian. Mais après, les solutions qui sont américaines sont difficilement Utilisable pour le moment, quoi. voilà, Hmm. utilisables. Après, les clients, il y a beaucoup de clients qui veulent quand même passer sur ces solutions-là parce qu'ils se disent qu'à terme, c'est des solutions qui vont redevenir légales, qu'il y a encore peu de contrôle CNIL et qu'au pire des cas, ils se mettront en conformité quand il y aura une mise en demeure. Mais non, mais voilà, c'est un peu le risque que prennent beaucoup Ouais. d'entreprises. Aujourd'hui, il y a 80% des sites qui ont un Google Analytics dans leur code et c'est un outil qui est illégal. Hmm. Justement, parce que je vois 14 minutes, on va essayer de faire en moins de 20 minutes l'épisode. Et bien sûr, enfin, chers auditeurs et personnes qui nous regardent, si le sujet vous plaît, dites-le nous à travers les commentaires, comme ça on refera un nouvel épisode avec Romain. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner en fait les trois erreurs les plus basiques que tu vois revenir à chaque fois et leur pendant trois astuces à mettre en place facilement pour les annonceurs?
Alors, la première erreur que je vois le plus, c'est l'absence de tracking ou le mauvais tracking. Non, mais je pensais pas. Je pensais pas que c'était possible, mais et beaucoup d'annonceurs encore aujourd'hui font des publicités sur Facebook, sur Google, sur TikTok et autres, et n'ont pas de pixels de posé. Donc, c'est problématique pour la perf. Il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire il y a trop de tracking. Donc, il y a soit du doublon, et donc quand on a du doublon, bah, on a pareil, une qualité de data qui est déplorable. Ou sinon, l'erreur, c'est de vouloir tout traquer sur le site, le moindre bouton, et on va se retrouver avec 250 tags Mais, qui seront jamais analysés. oui, Romain, excuse-moi, je te coupe, mais me vient une question, mais justement, en fait, trop de tracking peut tuer le tracking, parce qu'après, il faut avoir les compétences pour interpréter les signaux que ça crée. On peut avoir aussi beaucoup de bruit statistique, on peut avoir énormément de biais créés à partir de la data qu'on reçoit, et finalement, nous mener dans le mur, en fait. C'est exactement ça en fait. Quand il y a trop de data, parfois ça peut pousser à l'inaction aussi, Mm. de se dire, enfin voilà, c'est du bruit. Et il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas le budget d'avoir un web analyst en interne. Donc souvent le plan de tagage est fait par un traffic manager ou par le responsable marketing qui se dit que bah, vaut mieux tout traquer parce que au cas où on aura cette Mm. data-là, c'est souvent ce qu'on entend. Mais il n'y a pas vraiment de stratégie derrière pourquoi on veut traquer. Et plus en effet on va avoir d'événements traqués dans un analytique et moins on va les utiliser et ça devient horrible en termes de Mm. rendu. Donc c'est le pendant vraiment négatif de il n'y a pas de tracking. Faut vraiment en fait juste. Parfois ça sert à rien d'avoir trop d'événements traqués, faut juste avoir les bons événements. Et ça D'accord. permettra déjà d'améliorer les taux de conversion, le business, l'expérience sur le site. Ok, très clair. Alors, je sais Et plus à combien tu étais il m'en restait une, je dirais Vas-y. que le manque de planification. Mm. Manque de planification, pas de document de tracking et surtout, souvent, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le tracking, c'est un projet long terme. Et donc, dans beaucoup de cas, on a des tags on a arrêté de faire une campagne on a fait du Facebook il y a 2 ans, on a arrêté. Pourtant, on a encore le tracking Ouais. Facebook. À quoi ça sert? À rien. On vient alourdir en plus les temps de chargement sur le site. Donc c'est vraiment le manque de mise à jour du tracking. De toute façon, les erreurs, elles sont là en fait. Elles sont souvent sur manque d'actualisation, manque de suivi, manque d'implication dans le tracking. Ça veut dire que les entreprises, elles doivent vraiment euh, se forcer à bien documenter ce qu'elles font et à avoir un référent en fait technique en permanence pour faire vivre finalement le plan de tagage en fait. C'est exactement ça. Ok. Si tu avais, est-ce que tu as des ressources pour nos auditeurs pour qu'ils se documentent sur ce sujet? Des sites, un livre, Ouais, n'importe quoi? ouais, ouais. Euh, alors c'est souvent en anglais parce Mhm. que les ressources, il n'y en a pas beaucoup en France. Il n'y a pas beaucoup de ressources françaises. Alors si, il y a Bruno Guyot qui fait quand même pas mal de bons contenus. Il a un blog où voilà, il explique quand même pas mal pour les débutants comment traquer, comment mettre en place son tracking et même des articles un peu plus techniques. Et après, sinon, on va avoir des blogs comme Analytics Mania de Julius Ferrodovicius, qui est un des pontes dans le domaine, qui a un blog qui est vraiment from scratch hein, pour les débutants, c'est très bien. Et puis on peut aller assez loin avec ses formations avec lui. La chaîne YouTube de Mesure School. Et puis pour ceux qui sont vraiment très techniques, le blog de Simo Hava, qui est un peu le Zidane du tracking à l'international. Joli. Vas-y. Ouais, c'est la légende du tracking. Il était là il y a 10 ans quand ça a démarré au niveau de Google Tag Manager. Et il est toujours là aujourd'hui. Et, ces articles sont très orientés développeur tracking. Et on va voilà, plus loin que la simple pose de tag. Il y a vraiment la réflexion derrière de tout ce qui se passe dans le back-office. Ok, de toute façon, on mettra les liens dans les commentaires de cette vidéo, dans la description si, chers auditeurs, vous écoutez Banous en podcast et même sur le site banous.com, on rassemblera l'ensemble des ressources. Merci beaucoup, Romain. Dernière question, rituel. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur LinkedIn, je suppose. Oui, c'est ça. Sur LinkedIn, je suis assez actif sur la plateforme. Et
Et sinon, oui, sur LinkedIn. Eh ben écoute, de toute façon, on rajoutera ta page LinkedIn sur le site Banous, évidemment. Écoute, Romain, merci beaucoup pour ta participation à cet épisode. Vraiment, Merci à toi. de rien. Je me répète, j'en suis désolé, mais si le sujet, pour le coup, moi, il m'intéresse vraiment parce que c'est des sujets techniques qui sont un peu techniques, mais qui sont aussi accessibles et c'est finalement de la méthodologie, de la réflexion et c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Donc je pense refaire un épisode peut-être un peu plus poussé sur une thématique du tracking, mais voilà. Bref, je Avec m'égare. plaisir. Merci Romain et puis merci à vous de nous avoir suivis et puis abonnez-vous tout simplement. Au revoir.